Mesdames, Messieurs, bonjour. Longtemps attendu dans la partie septentrionale du Bénin depuis son investiture le 6 avril, Patrice Talon a enfin foulé en fin de semaine la cité des Koboro, Parakou, la ville, la troisième ville donc à statut particulier du pays. Le passage de l'appel rare, comme d'aucuns l'appellent, ou encore du compétiteur né aura été ponctué de quelques mises au point et engagements qui résonnent encore en écho. 100% Bénin, le numéro du jour se veut juste un regard rétrospectif de quelques faits saillants ayant marqué le périple dans le nord Bénin du chef du gouvernement béninois. Avant de retrouver nos invités pour l'instant débat, le point de l'actualité vue par les quotidiens à nous parvenus d'hier ce matin, la revue des titres. Déjà à nos côtés, comme tous les lundis matins pour l'exercice, Kodjovia Metonou. Kodjovia Metonou, bonjour. Bonjour à vous, Joël Itondi. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. Comment elle se présente l'actualité à la une des quotidiens ce matin? Puisque la plupart des canaux ne sont pas abonnés donc, à l'industrie du silence, ils sont revenus sur la sortie, du moins la tournée du chef de l'État et la sortie de l'honorable Orden Aladati ce week-end. Et les titres, vous les apprécierez donc au fur et à mesure que nous allons évoluer. Je les imagine, ils ont hâte de vous suivre, ces téléspectateurs. Vous pouvez y aller. Voilà, donc merci à vous, Joël Etondi. On démarre avec le quotidien Actu Express de Médéric François Gongo qui met en grand titre « Insinuation pernicieuse » sur le déterminant et sincère soutien de Sébastien Adjavon à Patrice Talon. Au second tour des élections présidentielles de 2016, Orden Aladati entre ingratitude et amateurisme. Le transfuge de la société civile a raté une occasion de la boucler. Puis, coupure intempestive d'électricité, le gouvernement entre incapacité et démission, que sont devenues donc les promesses de l'exécutif, s'interroge le journal. Et puis, parlant donc de la fête de Wemekwe, vaine polémique autour du choix du tissu de Wemekwe, urgence de la paix pour que triomphe la fraternité. Prendre donc exemple sur Novicha et les autres fêtes patronales. Jackpata cette fois, gouvernance sous la rupture. Comment le gouvernement envisage-t-il désamorcer la crise sociale, s'interroge le quotidien. La boussole cette fois, descente du président Talon à Parakou. L'honorable Rachidi Badamassi salue une visite de grande portée. La nouvelle tribune, tourisme et culture au Bénin. Les artistes se désolent de la gestion du ministre Nkwe. Réforme politique et institutionnelle. Talon abandonne l'option du référendum. Ce ne sera pas un référendum, mais plutôt une consultation. 7 mois après son arrivée, le pouvoir Talon plongé dans le doute et l'hésitation. Le confrère de la matinée, Talon reprocherait-il une partialité à la justice béninoise aujourd'hui, s'interroge le journal. Si oui, cela reviendrait à reconnaître sa propre culpabilité dans une affaire jugée grotesque hier. Propos discourtois et de contre-vérité sur Sébastien Adjavon, l'honorable Orden Aladati aurait-il pété les plombs? L'honorable Orden Aladati aurait-il pété les plombs? S'interroge le confrère de la matinée. Le matin, affaire cocaïne impliquant Sébastien Adjavon, Talon dénonce les pressions politiques et religieuses. Quotidien Le Meilleur. COP 22, le président Patrice Talon au sommet des chefs d'État mercredi prochain, c'est bien sûr à Marrakech. Quotidien Le Potentiel, rencontre de l'élu de la 12e circonscription électorale avec ses fans des réseaux sociaux à Boycon. Jérémy Adomaou étale un riche bilan des activités parlementaires. Et puis tournée du chef de l'État dans le septentrion. Talon promet de restaurer l'image de Parakou. Quotidien Le Télégramme. Face à la morosité économique à l'ère du nouveau départ, Patrice Talon convie les Béninois à la patience. Quotidien L'Économiste, secteur de microfinance au Bénin, hausse de 21,8% des crédits octroyés. Puis stratégie nationale pour l'emploi, 6 instruments pour finir avec le chômage. L'événement précis, tournée du chef de l'État dans le septentrion. Talon parle de l'affaire Adjavon et expose ses ambitions pour le Bénin. Vous verrez donc l'intégralité de sa déclaration à Parakou et puis quotidien Matin Libre. Sondage Avis Plus, 67% des Béninois ont tourné
La page de Yahi, décryptage du discours de Talon. Le PR confirme qu'il a lâché à d'avant. Les Béninois doivent encore serrer la ceinture. Nord-Sud quotidien. Patrice Talon dans le septentrion. Les 7 mois écoulés ont été pour moi éprouvants. Et puis, nouvelle économie, réhabilitation de 3 centrales électriques, 30 MW à injecter dans le réseau conventionnel. Nouvelle mutation, gestion de l'administration par le régime de la rupture. Ces zélés qui ternissent l'image de Patrice Talon. Joël Letonji, c'est avec donc ce constat du journal Nouvelle Mutation que nous allons refermer la une des journaux pour ce lundi. Merci à vous, Kodovia Métonou, et on se donne rendez-vous demain pour retrouver une fois encore les téléspectateurs pour d'autres unes à découvrir avec les quotidiens béninois. Oui, par la grâce de Dieu. Merci bien. Dieu est toujours au rendez-vous, mesdames, messieurs. Merci. Le débat, c'est tout de suite. Maintenant, mais avant, nous allons faire un détour à la régie. Et tout de suite, on se retrouve avec nos invités. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Dans les années 70, l'enfant malade de l'Afrique avait pour nom le Bénin, et ce, pour ses coups d'État successifs. Plus d'une trentaine d'années après, le pays jouit certes d'une stabilité socio-politique relative, mais les signaux ne semblent véritablement pas rassurants. En tout cas, le dernier diagnostic posé par l'actuel chef de l'État, Patrice Talon, révèle que tout le Bénin est malade. Malade de plusieurs maux dont il faut urgemment l'en guérir avant qu'il ne soit trop tard. L'impératif qui s'impose, la reconstruction de l'État. Visite de Patrice Talon dans le septentrion sous le sceau de la reconstruction du Bénin. Prétexte ou l'expression vivante d'une réelle volonté de développement très appelée par tous. 2 invités sur ce plateau pour passer au pays fin. Le thème au menu, Belaminus Kapovi, enseignant-chercheur, directeur adjoint de cabinet du ministre des Sports. Il porte depuis peu les idéaux et actions de la rupture pour un nouveau départ. Donc, du gouvernement. Belaminus Kapovi, bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. Ça fait un moment par ici. En effet, je dois avouer que c'est un énorme plaisir de revenir dans votre somptueux studio. Sachez que le plaisir est partagé. À l'opposé, lui là non, Médéric François Gongo, éditorialiste, il est le directeur de publication du quotidien béninois d'information Actu Express. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël et bonjour amis téléspectateurs et téléspectatrices de Sika. Bonjour cher ami. Bonjour. Ça fait aussi un petit moment par ici. Oui, il faut... Il y a un adage qui dit que lorsque la panthère sort tout le temps, elle finit par devenir le chat. Et vous ne voulez pas vous apparenter au chat? Du tout pas. En tout cas, tout le Bénin est malade. Nous revenons là au sujet. Mais ensemble, nous allons reconstruire notre pays. C'est ensemble qu'il va falloir boucher la jarre tourée. Les mots sont ceux du chef de l'État, Patrice Talon, qui tient à la reconstruction du Bénin, un pays de rêve pour tous. Le tableau dressé est à peine flatteur de la situation du Bénin. Belaminus Kapovi, cette sortie, vous l'avez suivi comme bon nombre de Béninois. Ce n'est pas aisé de prendre la relève. Patrice Talon, durant les 7 mois constatés, ça a été plus qu'éprouvant. Oui, en effet, j'ai suivi cette sortie comme tout le monde. Mais moi, je retiens fondamentalement 2 choses. La première chose, c'est l'affirmation ou la confirmation, si vous préférez, du style de gouvernance Talon. J'ai vu un chef d'État qui est allé dans le septentrion par voie terrestre. Rappelons-nous tout simplement, il y a combien de temps on a vu un chef d'État faire des tournées à l'intérieur de notre pays en voiture. Ça, c'est déjà un exploit. Et j'ai vu un cortège très allégé. Ça aussi, c'est un deuxième exploit parce que ça fait des économies à notre pays. Parce que quand on voyage avec
l'hélicoptère, vous savez que ça coûte énormément cher, le kérosène. Par contre, avec le carburant, je pense que ça va. En plus, avec à peine 6 véhicules, c'est un deuxième exploit. Le troisième exploit, c'est que j'ai vu qu'il n'y avait pas de ministre qui avait fait la haie à l'entrée de Parakou pour accueillir le chef de l'État. Rappelons-nous là encore, il y a quelques mois seulement, comment ça se passait. On avait quasiment tous les ministres et tous les directeurs de sociétés d'État qui sont originaires de la région à visiter par le premier citoyen qui abandonnait leur bureau pour aller sur le terrain accueillir le prince. Et donc là aussi, nous avons vu qu'il n'y avait pas de ministre qui ait abandonné leur bureau pour aller accueillir le chef de l'État. Moi, je salue ça, parce que vous me connaissez très bien. J'ai toujours prôné depuis longtemps la réduction du train de vie de l'État. Et là, moi, j'en ai la preuve. Plus que tangible. Et donc, ça me ravit. Et la deuxième chose que je retiens, c'est notamment la constance de M. Patrice Talon, sa fidélité à ses engagements électoraux, traduit récemment dans un PAG, ce qu'on appelle PAG, Programme d'action du gouvernement, que les citoyens auront l'heure de découvrir d'ici 3 semaines maximum. Et je l'ai vu faire des engagements fermes. Il est allé au contact des souffrances et des récriminations de nos concitoyens. Et il dit... J'ai compris. Et ça me rappelle un formidable appel de certain 4 juin 1958 de Charles de Gaulle, qui dit « J'ai compris vos souffrances, j'ai compris le message que vous m'envoyez. » Et là, je vois le chef de l'État dire « J'ai compris et je suis préparé, je suis prêt pour le job. » Nous avons passé 7 mois environ pour découvrir la maison. Et moi, il y a des gens qui me disent « Oh là là, on n'a rien vu en 7 mois. Oh, on a galéré pendant 7 mois. » Je dis, mais écoutez, vous venez de le dire, je suis directeur adjoint de cabinet d'un ministère depuis quelque temps. Et si tous les ministères ont été gérés comme le mien a été géré, c'est normal que vous ne puissiez rien voir en 7 mois. Parce qu'il faut prendre le temps pour reconstruire des dettes partout. Je vais vous dire, il y a un office de mon ministère. On nous a laissé comme dette d'électricité et d'eau 1 milliard et quelques. Vous pouvez comprendre ça? 1 milliard. 1 milliard et quelques. Vous pouvez comprendre ça? C'est des réalités que nous avons découvertes et qu'il faut reconstruire, il faut bouger tout de suite. Si on ne bouge pas, on ne peut pas continuer à dépenser. C'est la triste réalité. Et on a passé 7 mois à essayer de reconstruire, de boucher les trous qu'on nous a abandonnés. On nous a dit on a acheté des véhicules à des milliards de francs CFA. Oui. Mais où sont-ils? Où sont ces véhicules? Moi, chez moi, sur 19 directeurs nommés, sur 19 directeurs, à peine 4 ont des véhicules. Il y a des véhicules qui ont été achetés à l'état neuf en 2015, qui sont déjà inutilisables, qui sont déjà au garage. Comment ça? Vous pouvez comprendre ça? Les cadres en font d'autres usages? Ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je voudrais vous dire la réalité des faits, ce que nous avons découvert sur le terrain. Et ça, en 7 mois, vous pensez que c'est largement suffisant pour bouger 7 mois soit éprouvant, il y a de quoi. Il y a de quoi. Bénédicte François Gongo, cette descente, vous l'avez aussi suivi, comme bon nombre de Béninois. L'attente a été longue, mais finalement, elle s'est faite. Oui, le chef de l'État a le droit de circuler partout sur le territoire national. C'est impératif pour lui, surtout suite à cette ténébreuse de drogue dans laquelle nous avons constaté un complot oudi contre un partenaire sincère, un partenaire honnête à sa réélection. Surtout suite à cela, où nous avons constaté à Cotonou la pète. À Cotonou et bien sûr dans beaucoup de départements de la partie méridionale du pays, la pète du combat de l'opinion. Et donc une légitimité qui s'étiolait. Le chef de l'État était dans une logique de se refaire. Il voulait également choisir une tribune pour s'exprimer. Il aurait pu choisir cette conférence de presse taillée sur mesure stéréotypée à laquelle nous avions assisté à l'occasion de la fête nationale, mais il a préféré descendre sur le terrain. J'aurais aimé le voir descendre sur un terrain où il a été majoritairement élu, mais il a choisi un terrain qui ne présentait pas pour lui autant de risques, éventuellement de débordement, éventuellement de manifestations de mécontentement, éventuellement de soulèvement de boycott, qui pourrait être le terrain de la partie méridionale pour aller au niveau de la partie septentrionale. Encore que là, les élèves réquisitionnés, les apprentis et les infirmières étaient pour combler le décor d'une population à la limite pas apeurée, pas désabusée, mais une population qui a faim, une population qui est en insécurité, une population qui voit
qui voit les autorités exposer aisance, rouler bombance pendant qu'elles peinent à joindre les deux bouts. Nous sommes dans un cas de figure où une équipe gouvernementale entièrement incapable, je dis bel et bien, 7 mois après, de nous sortir un programme d'action du gouvernement. Pourtant, on nous l'a dit à l'investiture qu'on était prêt pour le job. Ce job, on constate qu'après 7 mois, on l'a beaucoup plus fait pour soi-même, pour ses coquins, pour ses copains. Je pèse mes mots et les faits sont là, irréfutables, pour attester, pour confirmer cette accession qui pourrait être perçue par plus d'un comme un acharnement. Mais non, tel n'est pas le cas. Chacun est dans son rôle. Et dans le cas de figure, je ne dénierai pas au président de la République cette volonté, après avoir fait montrer à la face du monde, à l'opinion publique nationale et internationale, qu'il voulait que des services à lui directement rattachés voulaient en découdre avec son partenaire, cessé d'entre les deux tours, que nous avons vu traiter comme un vil individu dans une république pourtant où le droit devait être quelqu'un qu'on a arrêté durant 8 jours de garde à vue sans pouvoir lui signifier ce qu'on lui reprochait. Il y a eu des débordements, il y a eu des soulèvements à Cotonou et certainement, c'est ça que le chef de l'État a aperçu et il est parti au niveau de la partie septentrionale pour s'exprimer. Nous reviendrons tout à l'heure sur le fond et la forme de ces impressions, mais cette visite était opportune parce que une visite faite par le chef de l'État était-elle utile pour lui permettre de communiquer avec les populations? Je dirais oui, parce qu'il devrait choisir une tribune pour parler. Ce qu'il a eu à dire et ses propos étaient-ils opportuns? Je pense que nous allons y revenir tout de suite. Oui, les propos du chef de l'État, justement, tout est à refaire. Le chef de l'État se rend compte de la profondeur des actions à mener à tous les niveaux, au plan des infrastructures, de l'école, de la sécurité. En un mot, tout est à refaire. Bellarminus Kapovi, vous avez donné le cas de votre ministère, l'école béninoise. Elle est malade, le chef de l'État est revenu là-dessus. L'insécurité pointe les dés. Il faut redéfinir les stratégies pour permettre à tout le monde de se sentir à son aise. Oui, en effet, permettez-moi de revenir rapidement sur les propos de M. Médéric François Gongo. Je pense qu'il y a une incohérence. Alors que M. Gongo, c'est un monsieur de Véran sympathique que j'ai toujours félicité pour sa cohérence légendaire. Mais là, visiblement, il y a une incohérence. Il dit le président de la République a préféré aller à Parakou, où il n'a pas été majoritairement élu, parce que là, il ne risque rien. Mais alors, c'est le contraire. Si vous n'avez pas été élu là-bas et que vous allez là-bas et qu'il y a mécontentement, comme il le dit, normalement vous devez vous abstenir d'aller là-bas parce que déjà vous n'avez pas été élu majoritairement là. Et ensuite, le mécontentement est là. Si je suis vos propos, si le mécontentement était là, le chef de l'État ne serait pas allé là-bas. Donc je vois qu'il y a une incohérence dans ce que vous dites. Il aurait pu aller par exemple dans une région où il a été majoritairement élu parce que c'est en quelque sorte son fief électoral. Mais il a préféré aller sur un terrain, si vous préférez, hostile, parce que c'est effectivement un compétiteur, parce qu'il est prêt à affronter les mécontentements des uns des autres. Et qui vous dit qu'il n'est pas au courant de ces mécontentements? On est au courant de ces mécontentements. Nous sommes dans ce même pays. Nous connaissons les réalités de ce pays. Et je fais partie aussi, d'une manière ou d'une autre, de ce pays. Et nous savons que nous souffrons. Mais c'est le prix à payer. Il faut faire des réformes. Il y a quelques mois encore, tout le monde disait oui, la façon dont on gérait les ressources de l'État, ça c'est pas bon. Et aujourd'hui, on essaye d'assainir les comptes publics. Et il n'y a personne pour féliciter. Tout le monde voit le mauvais côté. Moi, vous avez dit... Est-ce qu'il n'y a personne? Apparemment, sur ce plateau, je ne vois encore personne. Moi, je vais vous dire, encore heureux qu'il arrive à M. Gongo, parce que vous savez, je fais une petite confidence. Oui. Moi, je suis rentré dans ce pays encore, il y a quelques temps. Et dès que je suis rentré, j'ai pris l'habitude de feuilleter la presse, dont Actu Express. Parce que, pourquoi? Parce que M. Gongo, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié à l'époque, enfin, à ses années de gloire, sur une chaîne concurrente à vous. Je l'aimais beaucoup, particulièrement, pour ses analyses pointues. Et donc, tout naturellement, je payais tous les jours son journal. Et j'ai vu qu'au départ, il faisait partie de ceux qui louaient la probable candidature de M. Patrice Talon,
qui parlaient bien de lui. Et subitement, au retour de M. Talon au Bénin, il a changé. Je note que quelque chose a dû se passer. Il y a dû avoir une addition de frustration personnelle. Et si c'est le cas, je pense qu'on pourrait régler ces genres de frustration plutôt que... Parce que vous savez, ce dont il s'agit aujourd'hui, ça n'est pas Talon, ça n'est pas Adjavon, ça n'est pas Yetondi, ça n'est pas Gongo, ça n'est pas Kakovi. Il s'agit du Bénin. Si nous ratons encore le coche pour ce quinquennat... Vous avez l'impression que l'allure vaut le jour. Oui, j'ai l'impression parfois que nous nous attardons sur des critiques à la limite subjectives pendant que des décisions... Voilà. Oui, nous parlons ici de l'essentiel. Le chef de l'État parle de la situation de l'école béninoise. Il parle de la situation sécuritaire. Et on le sait, sans sécurité, pas de développement qui vaille. Oui, Bellarminus Kakovi, sur ces préalables, comment observez-vous ce que d'aucuns ont appelé la juste mesure relevée par le chef de l'État? Écoutez, il y a quelques mois encore, nous avons des malfrats qui sévissaient dangereusement dans le pays. Je note qu'il y a une accalmie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été fait. Il faut aussi là saluer le gouvernement du président Patrice Talon. J'ai dit tout à l'heure que la situation retrouvée sur place est chaotique et qu'il faut reconstruire. Je pèse mes mots. Et quand le chef de l'État dit que le pays est malade, les gens disent « Ah non, il ne doit pas dire que le pays est malade. » Mais c'est quoi cette hypocrisie à la béninoise? Le pays est malade, vous dites qu'il ne faut pas dire qu'il est malade. Supposons que vous souffrez du cancer, je touche du bois, et que vous allez voir votre médecin, vous lui dites « Non, c'est juste un mal à la tête. » Vous lui posez un mauvais diagnostic. « Je n'ai que mal à la tête. » Vous faites du mal à qui? À vous-même, pas au médecin, pas à vos proches à qui vous aurez menti. À vous-même. Vous faites du mal à vous-même. Et donc le diagnostic est là. Le Bénin est malade. Il faut poser le diagnostic en termes clairs. Le pays est malade et maintenant reconstruisons. Et nul ne sera de trop dans cette politique de reconstruction. En tout cas, oui, Monsieur Gongo dit, le gouvernement peine à nous sortir un PAG. Mais nous avons un PAG. Je l'ai dit dans mes propos introductifs. Il y a un programme d'action du gouvernement qui sera présenté publiquement dans quelques semaines, je l'ai dit, certainement dans 3 semaines, à nos compatriotes, qui sera édité et distribué à tous et à chacun. Nous avons un PAG et qui est très ambitieux. C'est d'ailleurs pour cela que le budget 2017, le projet de budget de 2017 est à la hauteur de cette ambition que porte le programme d'action du gouvernement. On a parlé de plus de 2000 milliards. Les gens disent non, c'est pas faisable. Mais pourquoi est-ce qu'on doit toujours douter? Vous voyez qu'il y a une crise de confiance dans notre pays. Dès qu'une autorité publique parle, on met en doute tout de suite ses propos. Mais les 2000 et quelques milliards, les 2010 milliards environ, c'est effectivement le montant de ce budget. Et monsieur, le président de la République est formel. Il dit que lui ne peut jamais annoncer publiquement quelque chose dont il n'est pas capable, de réaliser. Donc le chantier est énorme. Le chantier est énorme. François Gongo, oui, les infrastructures, les écoles, l'insécurité, autant de chantiers aussi, de volets du chantier passé au peigne fait par le chef de l'État qui demande à ce que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Je crois que je vais faire l'effort d'être cohérent. Non, vous l'avez toujours été, je l'ai dit. Puisque votre cohérence, ça avait été noté tout à l'heure, encore que là, nous pouvons mener le débat. Dans le cas de figure, Actu Express n'a jamais été, là, je persiste pour le dire, Actu Express, depuis août 2015, n'a jamais été pour l'actuel président de la République. Oui, je revendique, vous avez dit, je revendique cette position oui. Et les faits dans leur évolution. C'est pour ça que je parle de votre cohérence. À partir d'août 2015, cette cohérence est de mise et je vous en félicite d'ailleurs. Je parle sous le contrôle de certains grands syndicalistes qui ont eu à me féliciter tout à l'heure du fait que j'ai eu à anticiper sur beaucoup de comportements qui se retrouvent être des réalités tangibles, mais regrettables aujourd'hui. Par rapport aux propos du chef de l'État, on a comme l'impression d'avoir assisté à un aveu d'échec. Un aveu d'échec, 7 mois, sinon 8 mois après, pour cerner la situation du pays. Pourtant, on est à la tête d'une équipe gouvernementale composée des personnes et des personnalités de haute facture, d'éminence grise, nous dit-on, mais malheureusement on ne le constate pas, qui ont eu à côtoyer tout le temps le régime passé. On n'a pas à réinventer le Bénin, nous connaissons la situation telle que cela se passe. Mais l'on a passé 7 à 8 mois à se servir avec des grues, à se servir à temps et à contre-temps. À saigner les finances publiques et à créer, j'en viens. Quand il parle d'infrastructures, je vais exactement en parler.
je vais exactement parler, parce qu'il y a des acteurs de développement dans le gouvernement. Je ne pourrais pas douter de la volonté de ce gouvernement de réaliser des infrastructures, mais j'aimerais qu'on arrive à me convaincre de ce que, si 8 mois après, on n'a pas pu poser la plus petite pierre pour démarrer un projet d'envergure, si 8 mois après, l'on commence pas à nous demander d'aller vers des sacrifices, si 8 mois après, on arrive à nous dire que le Bénin est malade, si 8 mois après, on se retrouve encore dans une logique de campagne, alors que la campagne elle est terminée depuis et que l'on a les rênes du pouvoir, pas pour se servir, comme on le voit, pas pour se servir en quantité industrielle, mais pour servir le peuple. Ce peuple que l'on tend de traiter comme un peuple de godillots, en tentant de faire passer cette pilule de ce que, la justice béninoise doit se réhabiliter, nous devons lutter contre l'impunité, mais au même moment où nous savons, on va revenir sur ça. Donc parlant des infrastructures, pour rester dans votre logique, je voulais bien terminer par les infrastructures, je ne crois pas qu'à l'étape actuelle des choses, au-delà des promesses électoralistes auxquelles nous avons eu à assister, que le gouvernement actuel donne des signaux forts de ce que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, nous allons assister à des inaugurations de taille. Je ne le vois pas. J'aimerais que l'on me rassure. Je ne doute pas de la capacité de ceux qui sont au gouvernement de mobiliser des fonds. Je vois un certain... De la sécurité, vous ne voyez pas... Au niveau de la sécurité, c'est vrai que ces derniers moments, nous constatons une accalmie. Ça n'arrive pas souvent, ça. Nous constatons, l'honnêteté intellectuelle nous oblige à faire la part des choses. C'est bien, faites-le souvent. Nous remarquons une relative accalmie. Super. Nous avons constaté, il y a quelques heures, quelques mouvements au niveau de la police. Nous avons constaté au niveau de Cotonou certaines mesures qui ont été prises par le jeune Tony Truant et déterminé préfet. Et avec ces mesures, pour nous qui avions grandi dans la zone de Tokwaroho et de Guincomin, nous avons constaté que les braquages ont considérablement diminué. Parce que les braqueurs n'ont plus tellement accès aux zones où il y a le cash flow. Donc, ils opéraient avec des motos et en mettant des barrières, nous avons constaté, nous avons même des parents qui ont eu à féliciter le jeune préfet, même si d'une manière ou d'une autre, même s'il n'est pas en odeur de cet été, avec nos grands frères, les syndicalistes. Donc, dans ce cas de figure, nous avons l'obligation morale et intellectuelle de reconnaître que les choses se passent à ce niveau. Mais il y a plusieurs autres niveaux. On me dira d'abord qu'à ce niveau, c'est déjà bien. Bellaminius Kapovi aussi, nous allons très rapidement suivre le chef de l'État sur un préalable qui, pour lui, reste indispensable si on veut espérer voir un Bénin véritablement prospère. Avec la complicité de la régie, je vous invite plutôt à suivre un peu très attentivement cette intervention. Nous allons construire le pays, vous allez commencer à voir les effets très bientôt, mais au bon moment, il sera nécessaire de serrer la ceinture. Nous allons lutter contre la fraude. J'ai du mal à parler de lutter contre l'impunité. Et je vais me permettre publiquement d'évoquer quelque chose, sans le dire, qui m'interpelle et que je voudrais bien que cette chose vous interpelle aussi. Est-ce que nous sommes prêts à lutter contre l'impunité? Oh, j'ai pas l'impression. Parce qu'il y a eu des événements qui sont passés il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. J'ai vu combien j'ai reçu la pression de mes concitoyens, de beaucoup d'autorités politiques, morales, de grandes personnalités, pour consacrer ce qui n'est pas admis. En fait, ceux qui sont concernés par le péché, ce ne sont pas les Nigérians, ce ne sont pas les Burkinabés, ce ne sont pas les Togolais, ce ne sont pas les Ghanéens, ce sont les Béninois. C'est nous qui vivons dans ce pays en grande majorité. Les pécheurs, ce ne sont pas les Chinois, ce ne sont pas les Américains, c'est nous les Béninois. Et nous sommes tous pécheurs.
Nous faisons tous des bêtises d'une manière ou d'une autre. Parfois, ça passe inaperçu. Parfois, ça se voit. Quand ça passe inaperçu, il n'y a que Dieu pour nous sanctionner. Mais quand ça se voit dans la cité, la communauté globalement doit sanctionner. C'est le seul moyen de préserver la paix, l'unité, l'équité et le progrès social. Si publiquement les péchés deviennent des actions de gloire, je pèse le mot. Si chaque fois que quelqu'un doit faire un péché, nous ne sommes pas capables d'apprécier que c'est un péché, que c'est au contraire une action de gloire, c'est dangereux pour le pays. Il est important pour nous que publiquement, nous ayons au moins la mesure, le courage de ne pas faire l'apologie du péché. Vous avez suivi, le chef de l'État demande si le peuple béninois est prêt pour lutter contre l'impunité. Mais la ministre Kapovi, la question se pose-t-elle vraiment? Écoutez, ce que je sais, c'est qu'il y a quelques mois encore en arrière, tout le monde dénonçait la République des copains et des coquins qu'on avait au sommet de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait une justice à double vitesse. Et au nombre de ces dénonciateurs, il y avait les membres de la société civile, des journalistes. Je retrouve encore là le travail d'activiste de mon vis-à-vis, Médéric François Gongo. Il faisait partie de ceux-là qui dénonçaient ça. Et pour une fois, quelques mois plus tard, on a un chef d'État. Et donc il y a une affaire. Et le chef d'État dit « je ne veux pas me prononcer dans cette affaire ». Et là on dit « son silence est synonymie de manipulation de la justice ». Et j'ai vu des gens qui ont accusé la justice avant que le droit ne soit dit. Et subitement, quelques temps après, enfin quelques jours après, la justice dit le droit. Et cette affaire, on a clôturé cette affaire. Et là, les gens disent oui, félicitations à la justice. La même justice, on l'accusait déjà de partialité. Et j'ai jamais vu de tous ceux qui dénonçaient des gens qui présentaient des excuses publiques à la justice pour l'avoir déjà suspecté de partialité. Non. Aujourd'hui, je pense que nous avons une justice qui est impartiale. Parce que le chef de l'État, et je viens de suivre avec vous les mêmes propos, j'espère qu'on n'a pas une double audition. Les propos sont clairs. Il ne veut pas interférer dans les affaires qui sont pendant devant la justice. Ça, c'est clair. Donc, il fallait demander s'il est prêt pour lutter contre l'impunité. Et il en a donné la preuve. Vous voulez quelle preuve? Médéric François Gongo, oui, la question se pose-t-elle. Je vous pose la même question au peuple béninois, s'il est prêt à lutter contre l'impunité. Généralement, les peuples agissent par émotion et par passion. Les élites agissent par raison. Pour les élites qui sont urbaines, on a des élites qui complotent parfois contre les intérêts des pays. Le chef de l'État, je l'ai entendu, je l'ai écouté, j'ai cru percevoir dans ses propos qu'il parlait de péché. De quel péché s'agit-il? Il parlait de quelqu'un pour qui on l'aurait sollicité, pour qui il aurait obtenu des pressions, qui a été accusé, condamné, et on a sollicité la pression du chef de l'État. Mais au même moment, lorsqu'on parle de l'indépendance de la justice, évidemment, nous avons tout le temps l'occasion de le constater ces derniers moments. Nous avons des juges qui honorent véritablement le pays, pas seulement dans cette affaire. Nous avions eu assisté à beaucoup d'affaires où il y a des juges, je ne dirais pas 80%, moi je dirais la totalité, la quasi-totalité des juges aujourd'hui font le travail qu'il faut pour permettre à notre démocratie d'évoluer. Mais le chef de l'État, dans le cas de figure assemblée, selon moi, avec toute la circonspection qui est due à ses rangs et à ses grades, assemblée péché par essai de vouloir coûte que coûte se prononcer sur un sujet qui, pour ce que nous savons, n'est pas complètement vidé, essaie tout simplement parce qu'il était dans la logique de vouloir passer un message, de vouloir tout comme se dédouaner, de vouloir, pas s'excuser, mais se dédouaner d'une situation dans laquelle la quasi-totalité et des Béninois et des analystes, nous avons suivi beaucoup de chaînes de télévision et de radio sur le plan international, voient ça, mais en ceci que
évidemment, les services qui étaient à la base reconnus comme tels par le gendarme qui se retrouverait à avoir des yeux en scanner pour observer ce que nous avions tous connu, savoir que c'est du pur et évalué sur la 9 milliards. Ce gendarme avait félicité un service. Ce service, le dirigeant est celui qui voit beaucoup plus le chef de l'État que son épouse même. C'est pour que je parle en ces termes. Nous savons de quoi nous parlons. Et on ne peut pas nous dire que dans le cas de figure, le chef de l'État n'était pas informé du début de cette affaire. Nous avions également suivi... Par sa déclaration, oui, nous sommes sur la déclaration, mais on ne peut pas apprécier la déclaration de manière détachée, sans un peu regarder dans le rétroviseur de manière à visiter légèrement les faits, à situer un peu les responsabilités et à, dans la chronologie des événements, essayer de démontrer cette supercherie que nous avons constatée. Excusez-moi du peu, à Parakou. C'est vrai que nous parlons du chef de l'État. J'ai l'impression que vous savez lire dans les boules de cristal, ou que vous consultez le phare. De là à rester dans votre journal. Je finirai. Dans votre journal, je finirai. Ce qui se dit, c'est suffisamment grave. Non, rien n'est grave, parce que rien n'est grave. Le temps est pratiquement terminé. Voilà, nous sommes en train d'opiner, et avec tout le respect que nous lui devons, je crois que nous devons utiliser les mots exacts qu'il faut pour qualifier certains faits. Dans le cas de figure, j'ai parlé de supercherie. Peut-être d'autres me parleraient de la tragicomédie, mais je constate là que tout en nous disant qu'il ne peut pas faire pression, tout en revenant sur la position du ministre garde des Sceaux, qui, dans un monologue, nous a démontré qu'il se contredisait à foison, et ses propos se retrouve à être situé dans la droite ligne des propos de l'autre que l'on a suivi hier, qui nous a fait comprendre que même sans celui-là qu'on a voulu abattre, que le chef de l'État serait réélu, même s'il n'avait que 24%, ce qu'aucun candidat réélu au deuxième tour n'a jamais eu depuis l'aide du renouveau démocratique, et que nous constatons aujourd'hui qu'au-delà de la légalité établie du pouvoir, la légitimité se retrouve un peu étiolée, et exactement dans le cas de figure, par rapport aux propos du chef de l'État que j'essaie de situer dans leur contexte. Ces propos viennent après les propos du ministre garde des Sceaux et viennent avant les propos de Jordan Aladati. Lorsque l'on met tous ces trois personnages, toutes ces trois personnalités, lorsque l'on met leurs propos bout en bout, on constate aisément qu'on a envie de se débarrasser d'un soutien déterminant, sincère, mais qui redevient dans la suite des choses quelque peu gênant. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Mais je crois qu'il y a l'éthique et la morale qui doivent guider la politique. Mais la ministre Kapovi, je reviens sur le sujet. Ma question, je l'avais un peu pris ici, quand je suis un peu Médéric François Gogo. Est-ce que vous, de votre position, avec de détachement, comme vous le demandez, et c'est important parce qu'il est question du Bénin, donc de son développement. Donc, quand on fait la relation, le chef de l'État parlant de l'impunité, parlant d'une affaire récente, donc on peut faire de dire que le chef de l'État est en train de lier les deux événements, l'impunité, cas 18 kg de cocaïne. Est-ce qu'on peut dire que cette affaire est un cas d'impunité, pour reprendre la question autrement? Écoutez, je dois vous dire, quand moi je suis Monsieur Gongo, je suis un peu peiné. Mais en même temps, quand vous suivez le chef de l'État, pardonnez-moi. Mais en même temps, je le comprends. J'ai salué ici sa cohérence depuis août 2015, même si avant août 2015, il disait autre chose. Donc, je l'ai dit, c'est une somme de frustration personnelle. Mais je pense que ça va se résoudre. Donc, de là à donner des cours en dessous de la ceinture, c'est un peu terrible. Je vais vous dire quelque chose. Moi, dans le discours du chef de l'État à Parakou, j'ai vu un discours d'un grand courage politique. Voilà quelqu'un qui a un allié, comme vous le dites, et qui dit, en même temps, enfin, il y a eu l'affaire à laquelle vous faites allusion, et qui dit, sous ma présidence, je ne céderai pas aux pressions. Même s'il s'agit de moi-même, même s'il s'agit de mon épouse, même s'il s'agit de mes plus proches collaborateurs, je ne céderai pas à la pression. Mais comprenez, réjouissez-vous que pour une fois, la justice est totalement indépendante. Et vous l'avez salué tout à l'heure. Reconnaissez ça. Pourquoi voulez-vous, coûte que coûte, que le chef de l'État fasse pression sur la justice? On n'a pas dit. Moi, mais c'est ce que vous semblez dire. Non, du tout pas. C'est pour ça que je vous dis, c'est suffisamment grave ce que M. Bongo dit. Non. On cherche coûte que coûte à avoir la main du chef de l'État dans une affaire qui est judiciaire. Mais le monsieur vous dit, je ne veux plus, je ne veux pas. Ce n'est pas la République dont moi je rêve. Je rêve d'une République
où la justice est complètement et totalement indépendante. Mais pourquoi? C'est où le péché? Mais avant la justice, il y avait les services. Mais c'est où le péché? On va évoluer avec votre permission. Et puis, pour terminer, les gens ont dit, cette justice-là, elle va être partielle. On a accusé la justice avant qu'elle dise le droit. On connaît la suite. Et vous connaissez la suite. Mais la ministre Karoubi, mais je rapporte ici quelques relais qui nous sont parvenus suite à cette sortie. Il y a un certain nombre de personnalités et d'experts en droit maritime qui sont sortis un peu de leur gant, estimant qu'ils n'ont pas été compris, qu'il ne s'agit nullement de pression d'où qu'elle vienne, mais d'une alerte sur l'avenir du pays qui se joue à l'international. Robert Dossou rapporte ici ses propos, et un spécialiste de droit, ancien président de la Cour constitutionnelle, qui dit en droit maritime, on a l'impression que ce qui s'est passé au Bénin, tout s'est passé comme si on était un désert de compétences. Parce qu'en droit maritime, l'homme, l'opérateur économique et le richissime homme d'affaires interpellé ne devrait pas l'être dans ces conditions. Mais la ministre Karoubi, qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes aussi un spécialiste de droit. Que tout s'est joué à ce niveau-là. Que pour le Bénin, il ne fallait pas ça. Je vais vous répondre. Je suis surpris par les propos que vous venez de citer. Vous dites en réponse à la sortie du chef de l'État. Mais les propos que vous venez de citer... Non, pas en réponse, il y a eu un certain nombre de rapports. Et on rapporte les avant même... Tout à fait, c'est une corrélation. Vous n'avez pas suivi peut-être. Il y a eu un certain nombre d'experts qui sont revenus sur la question. Ne faisons pas de non-dit. Ne faisons pas. Vous parlez à un spécialiste d'analyse de la question, elle est précise, si vous ne l'avez pas... Donc ne faisons pas. Voilà. On se comprend. La question, elle est précise. Par rapport à cette allégation de Robert Dossou, vous en dites quoi? Spécialiste en droit maritime. Sur la question que tout s'est joué, vous l'avez suivi, tout s'est joué comme si le Bénin était un désert de compétences. Il faut demander à Robert Dossou, moi je ne sais pas ce qu'il met dedans. Pourquoi est-ce que... Moi, c'est ce que je fustige chez un certain nombre d'acteurs. Déjà, moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a fait de ce débat-là, enfin, de cette affaire, le sommet de tous les débats. Moi, j'ai suivi un monsieur pour qui j'ai un énorme respect également. Ça fait deux, hein, avec Médéric. Monsieur Wilfried Léandre Mbedji, dans vos studios ici, qui vous demandait à l'époque d'être sage, d'attendre la décision de la justice, qui ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces supputations-là. Et les gens lui ont dit non, c'est parce que vous êtes en train de vouloir manipuler la justice. Et puis après, le droit a été dit. Et à lui également, l'honnêteté intellectuelle dont parlait Médéric aurait voulu que vous lui présentiez également des excuses. Mais non, ce qui se passe dans ce pays, c'est suffisamment terrible, quoi. On accuse déjà avant que le droit ne soit dit. Et le chef de l'État ne cesse de dire « je n'ai pas envie d'interférer dans telle affaire ». Mais les propos que M. Dossou a dit là, mais c'est de son bon droit de parler. Pourquoi, ça ne respecte pas le droit. Pourquoi voulez-vous que moi Non, c'était une réaction qu'on vous demande. Non, c'est corroboré. C'est normal, c'est normal qu'il parle parce que vous savez, je fais partie des gens qui ont toujours combattu qu'on n'accède pas à la liberté d'expression. Je fais partie des gens qui ont combattu la démocratie consensuelle qu'on a failli mettre en place dans ce pays. Parce que vous savez ce que ça veut dire une démocratie consensuelle. Ça veut dire une dérive démocratique. C'est-à-dire qu'il y a une majorité unique qui regarde dans la même direction. Et là, ce n'est pas heureux pour la démocratie. Et heureusement que depuis 7 mois, bientôt 8, nous avons un pluralisme médiatique, nous avons une liberté totale d'expression dans notre pays. Et j'ai vu pendant cette affaire dont vous parlez, et qui, moi, à mon avis, on devrait même passer cette phase-là, parce que pendant que nous tergiversons sur une telle affaire, il y a beaucoup de décisions salutaires qui sont en train d'être prises, et on aurait mieux fait de débattre de ces décisions-là. Et pendant cette affaire, j'ai vu des gens de tous bords aller sur la télévision nationale pour parler. Mais pourquoi vous ne saluez pas ça? Il y a quelques mois, est-ce que vous pouvez aller à la télévision nationale parce que vous avez des points de vue discordants de ceux du pouvoir en place? Tout compte fait, le Bénin est en marche, ça, il faut le souligner. Médéric François Gongo, oui, ils sont nombreux à se demander pourquoi cette affaire pour la rive tend l'attention au Bénin, parce qu'en vérité, c'était un dossier qu'on aurait pu simplement vider s'il n'y avait pas des vices de forme au début. Moi, j'étais à la conférence de presse organisée par le président du patronat, premier contributeur aux caisses nationales. Sébastien Jamé-Adjavon. J'ai vu la manière dont on a failli l'embarquer dans un pick-up. Moi, j'ai vécu. J'avais coulé des larmes parce que je me disais, il ne méritait pas cela. Dans un pays démocratique, pas en tant que Sébastien Jamé-Adjavon, 23%, qui a soutenu et appelé à soutenir, s'y est mis dedans. Quelqu'un qui a eu 24%, pas en tant que celui-là, mais en tant que simple citoyen. Et je me disais que si cela arrivait à lui, qu'en serait-il de nous?
le chef de l'État, qui dirige les services de la DSLD, qui ont été félicités par le gendarme Tchilaou, je ne dis rien, je n'invente rien, ne peut pas nous dire qu'il n'est pas informé. Il dit qu'il n'est pas informé, nous acceptons. Parce que nous ne pouvons pas douter, compte tenu de notre éducation et du respect de l'autorité de la parole du chef de l'État. Mais dans le cas de figure, nous aurions aimé. Vous avez parlé de 7 mois, vous avez parlé de 8 mois. Nous ne doutons pas de la capacité des dirigeants. Nous ne sommes pas dans la stratification, nous ne sommes pas les oiseaux de mauvais augure. Mais nous aurions aimé qu'on nous donne la preuve évidente que l'on s'occupe mieux des populations que de soi-même. Que l'on nous démontre, par exemple, dans l'affaire des véhicules d'occasion, cette dite commandité, que l'on nous donne la preuve que l'on veut donner la capacité à ceux qui sont accusés de se défendre. Que l'on nous donne l'entièreté. Oui, par rapport au dossier de la drogue, c'était un précédent très grave, ça a été un préalable préjudiciable à la cohésion au niveau de l'action gouvernementale, ça changerait les donnes politiques et ça nous mettrait très tôt en élection et nous allons voir ouvrir ça et là des fronts d'affrontements inutiles, c'est pourquoi je parle dans ces termes, entre deux personnalités qui auraient pu s'entendre. En même temps, votre mot pour ce Bénin qui doit se reconstruire, parce qu'il est question de la reconstruction du Bénin. Mon mot de fin, c'est que nul n'a intérêt à ce que ce gouvernement échoue. Le président de l'Assemblée nationale l'a bien dit, mais l'on ne peut jouer le rôle qu'il faut que lorsque l'on nous reconnaît notre place. Merci beaucoup, Madame la ministre Kapovi. Il n'y a pas de pluralité d'expression. Merci beaucoup. Oui, Madame la ministre Kapovi, vous avez la parole. Merci beaucoup, je vous remercie pour m'avoir invité. Je note que M. Gongo fait partie de ces officines qui prônent la séparation entre les deux acteurs clés de l'espace public actuellement. Et je dis à ces officines-là qu'ils n'ont pas intérêt à ce que ce pays-là coule. Nous avons un gouvernement depuis 7 mois qui travaille d'arrache-pied sur le terrain pour que changent les conditions de vie de nos compatriotes. Et nous avons un programme d'action du gouvernement qui sera lancé dans quelques semaines. Et vous allez voir que le chef de l'État porte des ambitions incroyables pour ce pays. Et le mandat du président Patrice Talon, ça n'est pas de 7 mois, c'est de 5 ans. Et je vous donne rendez-vous au soir du mois de mars 2021. Et je parie que vous allez saluer. Merci, Madame la ministre Kapovi. Merci, Médéric François Gogo. Chers amis téléspectateurs, merci pour l'attention soutenue. 100% Bénin, ce sera tout. Pour l'émission Débat du jour, on a fait un détour aussi dans le septentrion sur quelques faits sagnants ayant ponctué la descente du chef de l'État. Vous avez suivi, mais rendez-vous, c'est pour demain. Mais l'émission du jour, nous la clôturons sur cette citation de l'écrivain allemand Jean-Paul, je cite, « Ne déprécie pas la tortue à cause de son humilité. Il se peut qu'elle te guide demain, qui sait. » Mesdames, Messieurs, ensemble, on est plus fort, ensemble, pour bâtir un Bénin plus parfait. Merci d'avoir été aussi des nôtres. Demain, c'est un autre jour. Votre contribution se veut de taille pour une émission aussi plus enrichie. À très vite sur 100% Bénin.